Bonjour, ben voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner, alors j'improvise un peu, j'innove un peu. Nous sommes ici que je ne me trompe, le 5 février. Il est midi et quelques, midi et quart. Je suis, figurez-vous, alors vous allez voir tout de suite, je suis à Bastogne. Et je suis en Belgique à Bastogne et je viens de faire mes courses sur le marché. Voilà, le marché de Bastogne, voilà, ça c'est mon légumier. Bon, je ne fais pas de publicité, mais tiens, j'aurais peut-être dû lui dire, j'aurais peut-être eu des chicons gratuits. Et puis alors, j'ai été chercher mes poulets. Regardez ça. Ouais. Excellent poulet à la broche. Alors, il y en a des meilleurs et des moins bons. Ceux-là sont des poulets de très très bonne qualité. Et ma foi, ce week-end, on va manger du poulet. Et je peux vous dire, je ne serai pas seul à en manger. Vous voyez là, devant moi, un certain Goliath qui va manger du poulet. Voilà. Et alors, j'ai déjà fait mes courses, mais sans Goliath parce que c'était juste à côté de la voiture. Voilà, la voiture est là. Et donc là, maintenant, il sort, il a fait ses petits besoins. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet assez innovant par rapport à ce qui apparaît sur ma chaîne YouTube, qui contient maintenant plus de 100 vidéos, honnêtement plus de 100, on approche de 110, je crois. Et le sujet du jour, ben, c'est ce que on peut appeler la préménopause ou la périménopause. Voilà, le marché de Bastogne. Là, ben, je vais vous le montrer là, dans l'allée centrale, comme ça vous avez un peu une idée. Donc, je ne sais pas ce que je vais utiliser. En Angleterre, on utilise périménopause, en anglais évidemment, et je crois que sur le continent, on utilise plutôt préménopause. Je trouve franchement que le terme périménopause est meilleur parce que la préménopause vous donne faussement l'idée que il y a la phase évidemment qui dure plusieurs décennies de cycle, hein, et de période reproductive, de fertilité, bien entendu. Voilà une petite rencontre. Ah oui, ça se passe bien. Oui. Bon, on continue. Et la promenade aujourd'hui, je vais vous la faire dans le parc. Oui, je trouve que ça peut être sympa. Ça change un peu des environs de ma maison. Je suis ici à entre 25 minutes maximum de mon village au Luxembourg. Nous sommes dans la province du Luxembourg, mais en Belgique, à ne pas confondre avec le Grand-Duché du Luxembourg. Et alors, il y a un joli parc ici, et bon, c'est quand même un peu abrité du vent, parce que j'ai pas de bonnette anti-vent. J'ai toute cette technologie, moi, c'est pas tellement mon fort. Et je trouvais que c'était une bonne idée. Et puis, il fait un peu plus chaud dans la ville. Ici, il y a 2-3 degrés. Chez moi, c'est plutôt 0,1. Vous savez, c'est quand même petite différence que j'apprécie étant donné que je n'ai pas de gants. Alors ici, il y a une inscription qui parlera à ceux qui connaissent cette tragédie. Ceux qui ne connaissent pas, ben, je crois qu'il vaut mieux ne pas avoir entendu parler de ça parce que c'est assez abominable. Et donc, voilà, le décor est posé et on va parler de périménopause, si vous voulez bien. Pourquoi péri? Parce que cette vision qu'on passe sans heurts, hein, sans heurts, H-E-U-R-T-S évidemment, qu'on passe sans heurts de
des cycles menstruels et des ovulations et éventuellement des grossesses chez la femme, à la ménopause, avec une petite phase de transition, hein, hop. Tout ça est très cliché, mais c'est quand même parfois le cas, mais loin d'être la règle. Okay, et donc, ce terme de périménopause, pour moi, convient mieux parce que, typiquement, chez beaucoup de femmes, il y a des moments où on a l'impression qu'on va vers une véritable ménopause. Les règles sont interrompues pendant quelques mois. Il y a des gros retards de règles. Qui peuvent s'amorcer dans les mois précédents par une irrégularité des règles, dans un sens ou dans l'autre. Elles sont plus courtes, les cycles sont plus courts, ou plus longs, ou ça fluctue dans les deux sens, c'est plus court, puis ça se rattrape parce que le suivant est plus long, enfin voilà, tout ce genre de situation. Et puis alors on a une situation plus nette, où on a l'impression que je sais peut-être un peu, je ne sais jamais trop me cadrer. Il faut que je recule pour être certain de me cadrer. Vous voyez que je suis équipé pour le froid. Hein. Heureusement, il y a un peu de soleil. C'est pas du luxe parce que ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas vu. Je me demandais s'il existait toujours. Mais le voilà. Et donc, cette espèce de ménopause apparente, on se dit, ben oui, voilà, on y est. Hein. L'âge est là. Parfois, c'est précoce. Parfois, c'est très précis sur la cinquantaine. Et puis, voilà, patatras, il y a un saignement qui réapparaît, hein, voire des sensations chez la femme qui a eu effectivement une quinzaine de jours avant ses règles, une montée d'hormones et des symptômes qui peuvent suggérer une ovulation. Et donc voilà, c'est reparti pour un tour, et parfois il y a plusieurs cycles qui reprennent, plus ou moins réguliers ou pas, ok. Et puis va revenir après une deuxième période où ça ressemble à de la ménopause et ainsi de suite, et tous les cas de figure sont possibles. Donc moi je trouve que, étant donné que c'est une réalité, je répète, pas la règle, mais c'est quelque chose qui arrive, le terme de périménopause convient mieux, vous voyez. Ça montre clairement que tout peut arriver et son contraire. Alors qu'est-ce qu'on fait, Goliath? On va... Ah oui, non, mais là on sort du parc. Bon, on va rester dans le parc. On va aller voir là au-dessus ce qui s'y passe. Et donc cette périménopause, surtout quand il y a des périodes où ça ressemble effectivement à la ménopause. Alors la définition de la ménopause, c'est 1 an sans règles. Ok? Ce qui parfois est encore pris en défaut. J'ai déjà vu 1 ou 2 fois, pas plus, des règles qui réapparaissent 13 mois après, donc c'était pas vraiment la ménopause. Et alors quand une règle réapparaît après de nombreux mois, eh bien voilà, on remet les compteurs à zéro et on repart pour 12 mois avant d'officialiser la ménopause. Tout ça, c'est la périménopause. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette période pour aider les femmes qui présentent souvent, pas toujours, je vous expliquerai ça dans 2 minutes, des symptômes typiques, hein, avec des bouffées de chaleur, une sensation de chaleur, de l'insomnie liée notamment à ces bouffées de chaleur, voire à un mal-être, etc. On peut avoir des yeux secs, une sécheresse vaginale, toute une série de manifestations liées à la chute des hormones sexuelles féminines. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour aider les femmes qui se plaignent? Alors, certaines femmes ne se plaignent pas.
Certaines femmes n'ont pas ces symptômes, ou alors ils sont vraiment à peine évoqués. Et donc, est-ce que ça vaut la peine de se lancer dans des traitements chez les femmes qui n'ont quasiment aucune plainte et qui ne sont pas demandeuses? Bon, certaines n'ont pas de plainte, sont demandeuses d'un soutien hormonal. Tout ça est possible, toute la gamme des situations qu'on rencontre régulièrement. Bon, quel soutien peut-on apporter si c'est opportun d'en apporter un? Eh bien, moi je fais différemment. Bon, c'est un peu ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Moi, je ne suis pas partisan du traitement hormonal de la ménopause classique, bioidentique, gel de stradiol bioidentique, donc une molécule fabriquée en laboratoire, mais qui est identique à l'estradiol qui est présent chez les femmes et chez les hommes aussi d'ailleurs, parce que les hormones sexuelles dites féminines sont également présentes chez les hommes, je vais y revenir, et en général un apport de progestérone, soit sous forme, là aussi bioidentique, mais sous forme d'une gélule, voire par voie vaginale, voire évidemment par voie également transcutanée avec un gel ou une crème, etc. Toutes ces versions de progestérone naturelle, en tout cas bioidentique, existent. Et d'ailleurs, cette progestérone, tout comme ces précurseurs dont je vais parler, est obtenue par transformation. Où est-ce qu'il me va, mon Goliath? Lui, il s'embarque dans des... Allez, Goliath, non, mais j'ai peur que tu te fasses... Et tu n'as plus de ligaments croisés à droite, mon petit poulet. Qu'est-ce que tu vas me faire là dans les marches? C'est pas prévu, ça? Disons moi qu'il le prend dans mes bras pour descendre les marches depuis qu'il a un genou, enfin bon, ça s'en sort bien, hein, que son genou droit sans ligament croisé. Regardez, il est de là à se jeter dans les escaliers. Bon, on va éviter. Et donc tous ces stéroïdes naturels sont obtenus par transformation chimique des précurseurs qu'on trouve surtout dans l'igname sauvage, le wild yam. Donc voilà, ça peut rassurer, ce ne sont pas des molécules artificielles, ce sont des molécules bioidentiques et d'origine naturelle. Elles ne sont pas synthétisées de novo, elles sont un peu tripotées pour en faire des molécules bioidentiques, parce qu'évidemment, il n'y a pas les mêmes stéroïdes dans l'igname que chez l'humain. Bon, mais c'est peut-être le moment de parler un peu des femmes et des hommes dans tout ça. Hein, certains croient naïvement, voilà, œstradiol, progestérone, il y a ça chez la femme, il y a ça chez la femme, et pas... qu'est-ce que j'ai dit? Il y a ça chez la femme. Il fait froid, vous savez, j'ai mes lèvres... il faut que je les exerce. Il y a ça chez la femme, mais chez l'homme aussi. Évidemment, il y en a plus chez la femme, mais pas de manière si évidente. Et alors, je vais peut-être faire quelque chose ici qui médicalement est un peu limite, mais qui, je trouve, tient la route pour bien faire comprendre la situation aux non-professionnels, donc aux patients, à ceux que le thème intéresse et qui veulent comprendre comment l'être humain fonctionne. Et donc, on va bien distinguer, regardez ça, un verre cassé, c'est quand même incroyable, hein? Imaginez. On va le mettre sur le côté parce que il y a des enfants, des chiens. Donc, l'homme et la femme, ben oui, voilà ouais, bon. No comment. Et donc, cette distinction hormonale est tout à fait artificielle. Il y a aussi chez les hommes de l'œstradiol et de la progestérone. Et figurez-vous que si on repense au cycle hormonal féminin, donc vous savez, il y a 3 qui durent à peu près un mois lunaire, 28 jours avec des petites fluctuations.
il y a 3 phases. Il y a la phase folliculaire, hein, qui dure une grosse dizaine de jours pour démarrer. Et puis alors, il y a la phase de l'ovulation, avec une montée des hormones et qui déclenche l'ovulation, et qui est initiée par une sécrétion de facteurs hypophysaires qui stimulent un ovaire pour provoquer cette ovulation. Et puis alors, il y a une 3e et dernière phase qui est la phase dite lutéale, qui dure une quinzaine de jours normalement, voilà. Donc 10 jours, puis pour faire simple, hein, 4 jours, puis encore 2 semaines, 14 jours, et là on fait faire des tours avec la laisse, et nous voilà avec 28 jours, hein, avec évidemment toutes les fluctuations possibles. Eh bien, figurez-vous que ce qui m'intéresse ici, c'est de vous parler de la phase folliculaire, la première partie du cycle, donc d'une dizaine de jours, avant la montée des 2 hormones, œstradiol et progestérone pendant l'ovulation, et puis alors une baisse de l'œstradiol, mais un maintien de progestérone à un taux élevé, c'est ça la phase lutéale. Okay, donc on oublie pour le moment la phase lutéale, on oublie évidemment l'ovulation qui est très particulière pour ce qui est du profil hormonal. On se tient à la phase folliculaire initiale, pendant laquelle on a ce que je vais appeler des taux de base, tant d'œstradiol que de progestérone. Ils sont quand même intéressants à observer parce que dans les 2 phases d'ailleurs, folliculaire et lutéale, il faut toujours vérifier qu'on n'a pas un emballement de l'œstradiol aux dépens de la progestérone. Donc moi j'aime bien vérifier des 2 côtés. Alors évidemment les références sont différentes en phase lutéale. Il faut beaucoup plus de progestérone en phase lutéale, mais voilà, il y a des références du laboratoire, il faut qu'elles soient respectées. Si la progestérone est en dessous de ces références, ce n'est pas idéal. Il faut essayer de réfléchir à comment on peut soutenir ça. Ce n'est pas le sujet du jour ici. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'observer cette phase folliculaire. Et là aussi, il ne faut pas que la progestérone soit par rapport au percentile des 2 hormones référées aux normes du laboratoire. Il faut de bons laboratoires avec de bonnes normes, évidemment, fiables, basées sur des grands nombres. Et c'est important de voir qu'il n'y a pas là des aspects de ce qu'on appelle la dominance œstrogénique, parce que ça c'est l'horreur, ça c'est le risque de cancer hormonodépendant et bien entendu du redouté cancer du sein. Et donc la phase folliculaire permet d'observer un peu ce rapport entre l'œstradiol et la progestérone et de suspecter une dominance œstrogénique qu'on pourra alors essayer de confirmer et qui pourra même être amplifiée en phase lutéale, là où la progestérone devrait dominer, mais si l'œstradiol s'emballe est au-dessus des normes, problème. Okay, bon, de nouveau, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la phase folliculaire, et imaginons qu'elle est normale, parce que là, j'ai parlé de dominance œstrogénique. Bon, revenons à la physiologie. Phase folliculaire tout à fait satisfaisante, banale. Eh bien, c'est... Alors bon, je simplifie un peu ici, mais en gros, avec des petites nuances, quand même, mais en gros, c'est ce qu'on trouve chez l'homme. Ah ah! Eh oui, il y a de la progestérone et il y a de l'œstradiol chez l'homme. Et chez l'homme aussi, il ne faut pas que l'œstradiol soit en excès par rapport aux normes du laboratoire. Et si déséquilibre il y a, sans tomber dans des choses flagrantes, mais s'il y a un léger déséquilibre, eh bien, ça ne gêne pas qu'il se fasse à l'avantage de la progestérone et donc avec un œstradiol qui est bien compensé, bien dominé par de la progestérone. La progestérone est l'hormone anti-inflammatoire, l'hormone de la sérénité,
l'hormone du bon sommeil, l'hormone aussi protectrice vis-à-vis des cancers hormonodépendants. Et bon, on parle ici des hommes, mais prostate, voire côlon, mais surtout prostate. Et puis chez la femme, évidemment, tous les cancers qui atteignent les organes féminins, y compris évidemment ovaires, vagin et le cancer du sein en premier lieu. Hein. Le cancer de la matrice, je dis vagin, bon, enfin bref, tous ces cancers hormonodépendants, il faut bien favoriser la progestérone et s'assurer qu'elle est plutôt forte par rapport à l'œstradiol. Et donc, chez l'homme, qui, lui, évidemment, je ne vous apprends pas grand-chose ici, ne connaît pas ces fluctuations chez l'homme, et là, on n'est pas obligé de calculer le jour pour faire les prises de sang au moment adéquat, eh bien, tout ça doit être respecté. Donc, si vous voulez, la phase folliculaire de la femme, c'est un petit peu ce qu'on veut trouver chez l'homme aussi. Et alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tout ça vient faire dans la périménopause? Ben, c'est parce que après la périménopause, en ménopause, les hormones sexuelles de la femme, moi, j'aime bien qu'elles se retrouvent plus ou moins là où elles se trouvaient dans la phase folliculaire. La ménopause, c'est une phase folliculaire qui se perpétue. Bon, je sais pas, c'est peut-être totalement iconoclaste d'affirmer ça. Bon, je vais probablement encore me prendre une volée de bois vert avec des gynécologues outragés, des médecins anti-âge choqués, etc. Bon, ben, on verra comment c'est perçu. Mais moi, je trouve que ça, c'est logique. Et bien entendu, alors ça va encore un peu plus loin, chez la femme et chez l'homme qui, lui, n'est pas en ménopause. Mais allez, disons, parce qu'il y a des ménopauses tardives, disons qu'entre 55 et 60 ans, tant chez la femme que chez l'homme, eh bien, moi, j'aime de retrouver les taux de base qu'il y avait chez l'homme, plus jeune, et chez la femme, en phase folliculaire, lors de la période où elle j'allais dire subissait, parce que bon, c'est peut-être pas un très bon terme, mais où elle éprouvait des cycles menstruels. Vous voyez? Donc, il y a ces niveaux de base hormonaux qui doivent être en harmonie avec surtout l'évitement d'un excès d'œstrogène, mais ce sont les taux que moi j'aime bien. Alors, je sens que certains parmi vous sont en train de se dire, oui, mais minute, chez l'homme, ça vient d'où ces hormones? Eh bien, c'est ça le propos du jour. C'est ça qui m'intéresse de vous dire. C'est que ces hormones chez l'homme, elles viennent des glandes surrénales. Bien entendu, les bonnes vieilles glandes surrénales. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Les glandes surrénales, c'est quelque chose d'important. Et beaucoup d'entre vous n'ont pas l'air de s'en rendre compte. Excusez-moi de vous le dire. Beaucoup d'entre vous, les glandes surrénales, ça n'a pas l'air de les intéresser. J'ai beau me débattre, alors il y a des hypoglycémies, j'en ai une hypoglycémie, et alors les pauvres qui souffrent d'hypoglycémie, on leur fait manger tout le temps. Et alors ils sont censés ne plus avoir d'hypoglycémie. Le problème, c'est qu'ils en ont encore plus. Ben écoutez, s'il y a des hypoglycémies non expliquées, je vais peut-être quand même aller vérifier la fonction surrénalienne, non? Enfin bon, c'est pas le sujet du jour. Donc, les glandes surrénales vont donner ces taux d'hormones sexuelles aux hommes durant toute leur vie, et évidemment aussi au-delà de 50 ans, puisqu'il n'y a pas ces phénomènes dont on parle aujourd'hui pour la femme. Mais chez les femmes, et c'est là évidemment que le discours culmine, chez les femmes, eh bien, les glandes surrénales, si elles sont en bon état, ou si elles sont bien soutenues, ce que j'essaye toujours de faire, je me tue à vous répéter,
en vain, bon, en vain, parfois, souvent, mais je persiste et je signe, eh bien, ces taux d'hormones sexuelles qui, pour moi, conviennent pendant la ménopause, sont fournis par les glandes surrénales. Ah oui. Et c'est la prégnérone qui se transforme très facilement en progestérone, parce que c'est le précurseur direct. Et puis la DHEA peut faciliter la production d'œstradiol, puisque il y a une voie biochimique qui y conduit, qui est un peu plus longue, un peu plus difficile. Et donc voilà. Et si vous voulez, voilà, je vais revenir sur Goliath pour finir. Et donc, si vous voulez, c'est comme ça que moi, j'aime bien de préparer une ménopause qui ne va pas nécessairement demander un... Bon, peut-être que cette patiente potentielle est en train d'apprendre des choses. À mon avis, elle a l'âge pour profiter de mon discours. Et donc, cette ménopause peut parfaitement bien se passer grâce à des glandes surrénales fortes, et c'est bien entendu ce qui explique que certaines femmes n'ont aucun symptôme, aucune demande, aucune plainte en ménopause. On n'en entend même pas parler, et ça se passe vraiment comme une fleur, parce que les glandes surrénales sont fortes, ou ont été bien préparées, bien soutenues, à coup de prégnérone, voire de DHEA, et puis évidemment avec tous les aspects de vie saine et de sommeil et d'éviter les stress excessifs et de bien gérer tout ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais la périménopause dans tout ça, ben, je fais ça aussi. Je n'aime pas les traitements hormonaux de la ménopause en périménopause, parce que si vous avez ces traitements qui sont quand même plus puissants, que je donne aux femmes qui ont une ménopause difficile, parce que, bon, ne mettons pas les choses trop idéales. Il y a des femmes qui ont besoin d'un traitement hormonal de la ménopause, bien entendu, surtout quand on ne sait pas occuper les surrénales, mais en périménopause, ça va entrer en conflit avec d'éventuelles ovulations supplémentaires, et donc moi je préfère soutenir la périménopause avec les précurseurs surrénaliens pour éviter des pics hormonaux. Voilà, je crois que c'est un sujet quand même assez complexe. Je pense que je vais y revenir la semaine prochaine dans une deuxième vidéo. Merci pour votre écoute. Alors, bon, vous avez peut-être envie de voir Goliath en live, en direct, de face. Goliath, il y a tes fans là. Bon, allez, à vendredi prochain. Salut!